Je pense que Sullivan réalise enfin, après 3 jours à Pékin, que s'il cause des problèmes significatifs en Ukraine avant l'élection, cela pourrait entraîner de graves conséquences. Les Chinois ont clairement indiqué que de telles actions seraient absurdes. Ils ne riposteront pas directement, mais ils créeront des difficultés. Ils pourraient souligner des vulnérabilités, comme le fait qu'ils ont maintenant plus de navires dans le Pacifique que les États-Unis. La 7e flotte, autrefois très respectée, est en infériorité numérique. Bien que les États-Unis n'aient pas autant de porte-avions parce qu'ils sont vulnérables, ils disposent d'autres atouts militaires. Il y a des problèmes en cours en mer de Chine méridionale, et les États-Unis encouragent les Philippines à prendre certaines mesures. Si les États-Unis s'impliquent fortement en Ukraine pour essayer d'influencer l'élection, ils pourraient faire face à des défis sur 2 fronts, car la Chine est étroitement alignée avec la Russie. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai le grand plaisir et privilège de parler à une légende du mouvement anti-guerre et pro-paix des États-Unis. Quelqu'un dont l'analyse professionnelle a même été entendue par le Conseil de sécurité de l'ONU l'année dernière. Je parle de Ray McGovern. Ray a servi comme analyste à la CIA pendant 27 ans. Ses fonctions incluaient le partage des estimations nationales de renseignement et la préparation du briefing quotidien du président. En janvier 2003, Ray a co-créé Veteran Intelligence Professionals for Sanity pour dénoncer comment le renseignement était falsifié pour justifier la guerre en Irak. Ray, merci beaucoup de nous rejoindre en ligne. Ray, thank you so much for coming online. Je vous en prie, merci Stroke. I told you right before this introduction that you are one of the people who has been... J'ai mentionné avant l'introduction que vous avez été une voix de raison dans les affaires internationales, non seulement pour les États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale, depuis longtemps. Beaucoup de nos téléspectateurs ont regardé vos vidéos, y compris votre discours au Conseil de sécurité de l'ONU l'année dernière, qui était remarquable. Ray, pourriez-vous commencer par nous dire quelque chose qui préoccupe beaucoup d'entre nous? Où obtenez-vous vos informations? Comment un analyste professionnel comme vous reste-t-il informé des affaires courantes? Et comment distinguez-vous la propagande des vraies nouvelles? How do you separate the propaganda from actual news? Pascal, c'est vraiment très simple. L'information est disponible en telle quantité et avec une telle immédiateté qu'il est facile d'appliquer les compétences auxquelles je me suis habitué. Cela s'appelle en grande partie l'analyse des médias, une sous-discipline des sciences politiques ou de l'analyse politique. Lorsqu'on travaille sur l'Union soviétique, environ 80% des informations nécessaires pour porter des jugements éclairés proviennent de l'analyse des médias. Avec la Russie, c'est environ 90%. Permettez-moi de partager une anecdote curieuse. Here's a curious anecdote. When Bill Casey, russophobe par excellence, lorsque Bill Casey, qui était un fin stratège, est devenu chef de la CIA, il s'est plaint dès la toute première réunion du cabinet. Il a dit « J'ai découvert que les analystes de la Russie, les analystes de l'Union soviétique, dépendent principalement de la lecture des journaux, de l'écoute des discours et des revues. Ils n'ont pas beaucoup d'espions. » Il croyait que nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait en Union soviétique sans beaucoup d'espions. Je dois avouer que nous en avions quelques-uns, mais pas beaucoup. Nous avions finalement quelques images satellites, des conversations interceptées, des rapports d'ambassade et quelques espions. Mais dans l'ensemble, une fois que vous avez appris la discipline, ce n'est pas difficile. Ce que disent les Soviétiques ou les Russes aujourd'hui, regardez demain, observez ce qu'ils disent le jour suivant et remarquez les différences. Il y a là un grand indice,
et c'est très applicable aujourd'hui. Je suis étonné que ceux qui prétendent être des experts russes ne semblent pas lire les discours de Poutine. Ils ne prêtent pas non plus attention aux déclarations les plus importantes faites par Poutine ou Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. S'ils le faisaient, et s'ils pouvaient accéder aux grands médias, ils sonneraient probablement très semblables à moi, j'ose dire. C'est l'un des tours qui nous a été joué, n'est-ce pas? Dire que répéter quoi que ce soit que Lavrov ou M. Poutine ont déjà dit fait partie du récit russe, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas autorisés, pour rester du bon côté de la société, à montrer de la compréhension pour la position russe. Cela rend impossible l'analyse du schéma action-réaction en cours. Mais c'est un phénomène relativement nouveau. Du moins, c'est ainsi que je le comprends. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Être un apologiste de Poutine, ou comprendre M. Poutine, n'était pas un crime. Maintenant, c'est devenu un crime de pensée. Comment interprétez-vous ce changement dans le récit public aux États-Unis concernant la tentative de comprendre la Russie? Ce n'est pas seulement aux États-Unis, bien sûr. C'est également répandu en Europe de l'Ouest. Laissez-moi vous dire, il y a environ 10 ans, j'étais en Allemagne. Je visite souvent l'Allemagne. J'ai vu un petit badge avec le visage de Poutine dessus, le genre que l'on met sur sa chemise. Il disait « Poutine Versteher ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, cela signifie « quelqu'un qui comprend Poutine ». J'ai pensé « Waouh, d'accord, il y a au moins quelques Allemands qui essayent de comprendre Poutine ». J'ai dit que j'en avais besoin d'un. Mais mon ami m'a averti en disant « Non, Dieu nous en préserve, ne porte pas ça. C'est péjoratif. Quiconque porte cela est vu comme un apologiste de Poutine ou dans la poche de Poutine. » J'étais vraiment choqué. Vous savez, je dois vous dire que lorsque je suis finalement retourné en Russie, après y avoir servi dans les années 70, alors que c'était encore l'Union soviétique, les différences étaient remarquables. À l'époque, les gens dans les petites boutiques qui vendaient des souvenirs ou d'autres marchandises étaient grincheux et désagréables. Ils ne gagnaient pas d'argent avec les pourboires ou quoi que ce soit de ce genre. Quand je suis revenu, ces jeunes femmes dans les magasins me demandaient « Que pensez-vous de notre président Poutine ?» quand elles entendaient que je pouvais parler russe. J'ai répondu « Oh wow, vous ne pensez pas qu'il est comme Hitler ?» Elles ont dit « Non, nous ne pensons pas qu'il soit comme ça. » C'était assez surprenant. Eh bien, laissez-moi vous montrer cela. Maintenant, voyons si je peux en trouver un. Parbleu, j'en ai un. S'il vous plaît, ne me prenez pas pour un partisan de Poutine, mais c'est ce qu'elle m'a donné gratuitement. Il est écrit « Jean Poli ». Elle fait référence aux soldats sans insigne qui ont pris le contrôle de la Crimée. Le gouvernement local à Kiev n'avait pas d'instructions pour gérer ces personnes après le coup d'État. Donc, ces gens polis, comme on les appelait, allaient généralement dans ces endroits et disaient « Veuillez nous excuser, nous avons des instructions de Moscou, vous n'en avez pas, donc nous allons prendre le contrôle. » Personne n'a été tué lors de cette prise de contrôle. Et puis elle a dit, maintenant, regardez de l'autre côté. Alors j'ai dit, oh le voilà, le plus poli de tous les gens. Maintenant, je ne montre pas ça très souvent, mais ce que je dis, c'est que ces gens étaient incroyablement fiers de cet homme qui, en 1990, a entrepris la tâche de reconstruire un pays dévasté par une décennie d'exploitation par des oligarques de l'Est et de l'Ouest. Beaucoup vivaient dans la pauvreté et le taux de mortalité était extrêmement élevé. Ils étaient très fiers de lui et voulaient m'offrir une tasse gratuite que je ne peux vraiment montrer à personne. J'espère qu'aucun de vos auditeurs ou téléspectateurs ne révélera que j'ai dit que sur cette tasse, il était écrit
Poutine est le plus poli de tous les gens. Vous savez, c'est très intéressant, bien sûr, et vous l'avez souligné. D'autres l'ont également souligné. Jeffrey Sachs a maintes fois mis en avant à quel point les années 1990 ont été horribles pour le peuple russe. Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 1999 et il est au sommet de la politique russe depuis 25 ans. Si vous regardez les sondages d'opinion, les élections en Russie ont eu lieu l'année dernière, en 2023, si je me souviens bien. Il est maintenant en place pour au moins 5 ans de plus. L'Occident, une fois de plus, a tenté de critiquer ces élections, affirmant qu'elles étaient injustes et non libres. Ils soutiennent que les Russes sont un peuple opprimé. Mais ces types de biens que vous montrez ne sont qu'une partie de la machine de propagande. Cependant, il est assez clair pour tout analyste sérieux de la Russie que le taux d'approbation de Vladimir Poutine est encore assez élevé, malgré tous les problèmes et la répression de l'opposition. La stratégie de l'Occident est d'espérer que quelque chose provoquera une révolte, similaire à ce qui s'est passé avec M. Prigojine. C'est le rêve de l'Occident, qu'il soit écarté du pouvoir et qu'il y ait un changement de régime. Soudainement, M. Navalny, ou peut-être Mme Navalny, serait à la tête de la Russie. Mais cela est très peu probable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est illusoire. Cela ne va pas arriver. Je veux dire, il pourrait être abattu, il pourrait y avoir un assassinat, mais c'est la seule façon pour quelqu'un se débarrasse de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Cela fait 25 ans qu'il a pris le pouvoir en 1999. Vous avez mentionné Jeffrey Sachs, et il est éloquent parce qu'il était là. Il savait ce que les gens de Harvard et de Wall Street faisaient à l'économie de l'ex-Union soviétique. Il la pillait. Le résultat était stupéfiant. Si je me souviens bien, selon les chiffres de la Banque mondiale, l'âge moyen auquel un homme russe mourait en 1991 était de 63 ans. En 1995, il avait considérablement baissé. In 1995, it was 57. C'était 57. Faites le calcul. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale, d'accord? Les gens mouraient dans les rues. Pendant ce temps, d'autres gagnaient beaucoup d'argent, comme les oligarques. Poutine semble les avoir gérés aussi bien que quiconque aurait pu le faire. Il en a coopté certains et mis d'autres en prison. Quand les jeunes en Russie entendent ces histoires de leurs parents, ils apprennent plus que simplement les nazis de la Seconde Guerre mondiale. Ils entendent parler de ceux qui ont profité de l'effondrement de l'Union soviétique. Même si George H.W. Bush, pour qui j'ai travaillé à la CIA et que j'ai informé tous les matins quand il était vice-président, semblait sincère dans son espoir d'une Europe libre et entière, de Lisbonne à Vladivostok. Je pense qu'il le voulait. C'était possible. Son secrétaire d'État, James Baker, avait promis que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est. C'était une chose possible. Quelle tragédie que nous n'ayons pas saisi l'opportunité lorsque le président Clinton a été interrogé sur l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Pourquoi pas? La Russie était en train de s'effondrer. Maintenant, bien sûr, le reste de l'histoire est que Poutine a tendu la main à l'Occident. Il s'attendait pleinement à une certaine coopération, mais n'en a reçu aucune. Finalement, il a dit, « D'accord, vous sortez du traité ABM, du traité INF et du traité Ciel ouvert. Pourquoi ?» Et nous avons dit, « Cela ne vous regarde pas. » Alors il a dit, « D'accord, eh bien, je vais devoir renforcer notre armée pour faire face à cela. » Et nous n'allons pas gaspiller beaucoup d'argent sur des projets impraticables, comme les systèmes de missiles antibalistiques.
Nous allons construire d'autres choses, comme des missiles hypersoniques, similaires à ce que Poutine lui-même a fait. Dans un discours sur l'état de la nation, il y a environ 5 ans, il a présenté un diaporama montrant ses capacités. Il a démontré un missile qui pouvait contourner le pôle Sud, ce qui était assez incroyable. Il a demandé « Maintenant, allez-vous écouter ?» Mais nous avons dit non. Il y a un complexe de supériorité parmi nos dirigeants, un sentiment d'être exceptionnel et indispensable. Nous avons vu cela lorsque la secrétaire d'État de Bill Clinton, Madeleine Albright, a dit « Nous sommes le pays indispensable dans le monde ». Nous devons agir en conséquence. Et si nous tuons beaucoup de gens dans le processus, eh bien, à quoi sert cette armée? À quoi sert cette merveilleuse armée? C'était fou. Maintenant, le président Biden cite souvent Madeleine Albright, disant qu'elle avait raison. Nous sommes le pays indispensable dans le monde, mais ce n'est plus le cas. Dans ses interviews, comme celle sur 60 minutes, l'intervieweur demande « Vous êtes vraiment dans cette guerre par procuration en Ukraine, et le Moyen-Orient est pleinement important. Pensez-vous, Monsieur le Président, que vous pouvez gérer une guerre sur 2 fronts ?» Il regarde l'intervieweur comme s'il venait de Mars et dit « Quoi ?» Voici une citation directe. « Nous sommes les États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant de l'histoire du monde, de l'histoire du monde. » Mon Dieu, je pense qu'il le croit. Je pense que Blinken et Sullivan, son secrétaire d'État et son conseiller à la sécurité nationale, n'ont pas essayé de le détromper de cette idée. Tout cela n'est qu'une illusion. Ces gens agissent encore comme s'ils étaient les dictateurs du monde. Ils vont apprendre à leurs dépens que ce n'est plus le cas. Lorsque la réunion des BRICS aura lieu en octobre et que le traité entre l'Iran et la Russie sera signé, ce qui je pense est un traité de 10 ans, très proche d'un traité de défense mutuelle, ce sera significatif. Quand tout le monde se réunira dans les BRICS, y compris les nouveaux membres, ce sera une révélation ou une manifestation de ce que le monde est devenu. C'est en quelque sorte divisé en 2, et nous ne sommes plus le seul maître du monde. C'est là le cœur du problème. Permettez-moi d'ajouter une chose de plus. La dernière chance qu'avait Poutine de persuader notre président, qui était le président Obama à l'époque, d'agir de manière plus raisonnable envers la Russie, était lors d'une attaque au gaz sarin sous faux drapeau à l'extérieur de Damas en août 2013. John Kerry a immédiatement affirmé 34 fois que c'était Bachar al-Assad qui avait fait cela, même si cela n'avait aucun sens, car Assad et ses forces gagnaient dans cette région. Mais c'était le récit. Cela violait la soi-disant ligne rouge d'Obama, et il était sous pression. Il admet que tous ceux qui le conseillaient poussaient pour une guerre ouverte contre la Syrie, pas seulement des opérations secrètes de la CIA. Il devait envoyer des Tomahawks à Damas, n'est-ce pas? Eh bien, par hasard, il devait se rendre à Saint-Pétersbourg pour un sommet économique. Il est arrivé un jour plus tôt, et Poutine l'a approché. Poutine a dit, « Écoutez, vous n'avez pas besoin de faire la guerre contre la Syrie. Je peux vous aider. » Obama a demandé, « Vous pouvez ?» Poutine a répondu, « Oui. Je viens de persuader les Syriens de renoncer à toutes leurs armes chimiques pour destruction sous supervision de l'ONU sur un navire spécialement équipé à cet effet. Vous avez un de ces navires. Si vous nous laissez l'utiliser, nous avons un accord. » Obama a accepté, disant « D'accord, un accord. » Le point de cette histoire est que la semaine suivante, le New York Times a publié une tribune de Vladimir Poutine, le président de la Russie. Que a-t-il dit? Il a dit « Je me réjouis vraiment de l'esprit de confiance qui s'est développé, non seulement entre nos 2 pays, mais entre le président Obama et moi, personnellement. La seule chose avec laquelle j'ai un problème,
C'est cette notion, comme l'a mentionné le président Obama la semaine dernière, que les États-Unis sont le pays exceptionnel du monde. Je ne suis pas d'accord avec cette notion, je pense qu'il n'y a pas de pays exceptionnel. Je pense qu'il y a des pays riches, des pays pauvres, des gens proches de la démocratie et d'autres pas loin de la démocratie. Mais je pense que lorsque Dieu regarde toutes ces nations, il dit qu'elles sont toutes égales. Point. Fin de citation. Maintenant, j'ai appris à l'époque d'une source assez fiable que Poutine a rédigé ce dernier paragraphe tout seul, celui que je viens de paraphraser pour vous. Pratiquement une citation directe. Puis environ 2 ans plus tard, on lui pose une question similaire et il répond presque mot pour mot ce qu'il a dit dans l'article d'opinion du New York Times. C'était le 12 septembre 2013. Il y avait une confiance croissante et une différence d'opinion sur la question de savoir si un pays peut être exceptionnel, mais avec des bras ouverts, il pouvait traiter. Il a explicitement dit que s'il pouvait résoudre la situation en Syrie, il pourrait parvenir à des accords sur d'autres questions. C'était en septembre 2013. 6 mois plus tard, Victoria Nuland et d'autres ont orchestré un coup d'État à Kiev, remplaçant le gouvernement dûment élu de Yanukovych. Le nouveau gouvernement a exprimé le désir de rejoindre l'OTAN et les États-Unis ont reconnu ce gouvernement issu du coup d'État, considérant comme une excellente idée. Mettons-vous dans l'OTAN. Ainsi va la confiance qui remonte à James Baker en 1990, lorsque H.W. Bush était encore président. En février 1990, Baker a fait la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas. Cependant, Clinton a commencé à l'élargir et elle a doublé de taille. La tentative d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN a été marquée par ce coup d'État. La plupart des gens ne savent pas que cela a été qualifié de coup d'État le plus flagrant de l'histoire. Pourquoi? Parce que Victoria Nuland a été capturée lors d'une conversation téléphonique interceptée avec notre ambassadeur à Kiev, Jeffrey Piat. Elle a dit, « D'accord, Jeffrey, nous avons tout organisé ici. Nous avons ces nouvelles personnes qui arrivent et elle les a nommées. » D'accord. Et puis elle dit, si nous avons besoin de quelqu'un avec un profil international, Joe Biden, le vice-président, dit qu'il viendra conclure l'affaire. Et bien sûr, c'est ce que nous avons en tête. C'était une conversation interceptée. Je ne sais pas qui l'a interceptée, peut-être les Russes, mais elle était authentique. Elle dit aussi, quand Piat demande pieusement, qu'en est-il de l'UAPW? L'UME ne va aimer un coup d'État ici en Europe? Elle répond, F, l'UE. Je ne vais pas dire le mot, mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Une raison pour laquelle nous savons que c'est une conversation interceptée authentique est que 2 jours plus tard, Victoria Nuland s'est excusée auprès de nos alliés disant « Oh non, j'aime l'UNOWIV, je ne voulais pas vraiment dire ça. » Donc, il y a la reconnaissance que c'était réel. Tout ce que je dis, c'est qu'il a fallu à ces néoconservateurs, qui avaient une influence significative sur Obama, ainsi que sur Biden et Trump, seulement 6 mois pour détruire la confiance élevée et les perspectives de coopération qui existaient en 2013. Ils ont créé une situation juste à la frontière de la Russie, et nous en subissons les conséquences maintenant. Les gens avaient été avertis à ce sujet. John Mearsheimer et d'autres l'avaient prédit. Il y a 10 ans dans Foreign Affairs, John a dit que ce qui se passe en Ukraine, compte tenu de la politique américaine, est la faute de l'Occident. Si l'Occident essaye d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, cela détruira l'Ukraine. John n'est pas plus heureux que moi de la destruction de l'Ukraine, mais il nous avait avertis il y a 10 ans. Nous continuons à avertir et l'Ukraine continue d'être détruite à l'heure où nous parlons. Oui, mais c'est le point central de toute cette tragédie. Dans l'ensemble, nous avons une situation de conflit très complexe en Ukraine, avec plusieurs conflits en cours.
L'un des principaux conflits est le conflit structurel entre la Russie et les États-Unis, l'OTAN. Le principal problème pour moi est que je ne peux pas discerner qui dirige la politique étrangère des États-Unis envers la Russie. Il est très important de savoir qui occupe ces postes. Comme Victoria Nuland. Où est-elle? Elle était l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine et même sous-secrétaire d'État, n'est-ce pas? Elle était sous-secrétaire d'État, le poste le plus élevé qu'elle ait occupé auparavant. Elle n'était pas l'ambassadrice en Ukraine. C'était Piat. En même temps, nous avons des présidents qui sont sous pression pour prendre certaines actions. Dans les relations internationales, les seules choses qui comptent dans la dynamique action-réaction sont ce qu'un pays peut faire et ce qu'il veut faire. Nous savons que les personnes en charge surestiment fortement ce que les États-Unis peuvent faire. Mais cela n'a même pas d'importance, car s'ils croient qu'ils peuvent, ils essaieront de le faire, même s'ils ne le peuvent pas. Mais nous ne savons pas qui dirige les États-Unis, car ce n'est certainement pas Joe Biden. Il pourrait être remplacé du jour au lendemain, et Kamala Harris pourrait devenir la prochaine figure de proue. Qui aux États-Unis décide réellement de la politique étrangère? Si vous étiez Vladimir Poutine, vers qui vous tourneriez-vous pour comprendre comment la politique évolue aux États-Unis? C'est une boîte noire incroyable, malgré le fait d'être un pays ouvert, avec une presse supposément libre. Oui, Pascal, ce n'est vraiment pas drôle. C'est très étrange. J'ai passé un demi-siècle à observer les dirigeants russes et soviétiques. Si je me mets à la place de Poutine et que je ne sais pas qui dirige la politique américaine, c'est inquiétant. Je dois anticiper le pire. Maintenant, il n'a pas besoin d'être paranoïaque pour penser que Blinken et Sullivan dirigent la politique américaine. Et qui sont-ils? Ils viennent d'une classe très privilégiée, n'ont jamais servi dans l'armée, ne savent pas ce qu'est la guerre et ont ce concept d'exceptionnalisme, cette idée d'indispensabilité où ils pensent pouvoir faire bouger les choses. Maintenant, regardez cette semaine passée. Tout d'un coup, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, dit qu'il va à Pékin pour parler aux dirigeants chinois. Et c'est ce qu'il fait. Que fait-il? Eh bien, beaucoup de mes amis spécialistes de la Chine ont dit qu'il allait leur dire d'être gentil avec les Ouïghours et tout ça. J'ai dit non, il ne le fera pas. Ce qu'il va faire, c'est sonder les Chinois sur ce qu'ils feront si les États-Unis augmentent leur implication en Europe, en particulier en Ukraine. Ce qu'il veut savoir, c'est si la relation entre la Russie et la Chine est vraiment forte. Donc je pense que Sullivan essayait, à sa manière d'amateur, de demander à Wang Yi, son homologue et l'équivalent du secrétaire d'État, ce qu'il pense de l'Ukraine. What do you think of Ukraine and what do you think of the incursion into Kursk and Et que pensez-vous de l'incursion à Kursk? Nous avons une élection qui approche dans environ 2 mois et nous devrions peut-être envisager d'autres options. Alors, allez-vous venir nous causer des ennuis si nous infligeons une véritable défaite aux Russes? J'ai demandé à mes amis analystes chinois si le royaume du milieu avait une façon d'exprimer une forte désapprobation, comme faire un doigt d'honneur. La réponse a été non. Ils sont bien trop polis pour cela. À la place, ils disent simplement « c'est absurde ». C'est leur équivalent du doigt d'honneur. Absurde est ce qu'ils disent de la politique américaine. C'est absurde. Maintenant, je pense que Sullivan réalise enfin après 3 jours à Pékin que s'il cause de vrais problèmes en Ukraine avant l'élection, ce serait une erreur. Nous pouvons discuter des raisons pour lesquelles il pourrait envisager de le faire. Mais les Chinois ont dit, écoutez, ce serait fou, ce serait absurde. Nous n'allons pas vous faire un doigt d'honneur,
mais nous allons vous causer beaucoup de problèmes là où vous êtes le plus vulnérable. Vous savez que nous avons maintenant plus de navires que vous dans le Pacifique. La 7e flotte, la célèbre 7e flotte, nous en avons plus. D'accord? Nous n'avons pas de porte-avions parce qu'ils sont stationnés ailleurs, mais nous avons tout le reste. Et nous avons des problèmes en mer de Chine méridionale. Vous en êtes conscient. Vous encouragez les Philippins à prendre certaines mesures. Nous allons devoir nous assurer que vous comprenez que si vous vous impliquez de manière significative pour sauver la guerre en Ukraine et l'élection, vous pouvez vous attendre à faire face à une possibilité à deux fronts, parce que nous sommes étroitement alignés avec la Russie. Nous parlions autrefois de la relation triangulaire, Pascal. Nous disions que la Russie, la Chine et les États-Unis formaient un triangle équilatéral. Maintenant, c'est devenu un triangle isocèle avec la Chine et la Russie comme côtés les plus longs. Soyons honnêtes, les États-Unis sont en bas. C'est beaucoup plus petit et a le mauvais bout du bâton, pour le dire simplement. Sullivan et Blinken ne l'ont pas réalisé. Sullivan et Blinken ont dit à Biden, avant le seul sommet qui a eu lieu en personne, le 16 juin 2021, que la Russie avait vraiment peur de la Chine. Biden a dit qu'il ne divulguerait pas exactement ce qu'il avait dit à M. Poutine, car ce ne serait pas approprié. Cependant, il a noté que la Russie a des milliers de kilomètres de frontières avec la Chine. Il a reconnu que la Chine aspire à être non seulement une grande puissance économique, mais aussi une puissance militaire, ce qui est une préoccupation pour la Russie. Biden a mentionné que la Chine sert la Russie. C'était le terme qu'il a utilisé. Blinken et Sullivan pensaient qu'ils pouvaient exploiter cette situation, de la même manière que Kissinger l'avait fait lorsque la relation était un triangle équilatéral. Ce qu'il a appris au cours des 3 dernières années est vraiment important. Je pense qu'il a reçu un avertissement sévère lorsqu'il a rencontré Wang Yi et Xi Jinping hier ou avant-hier. Espérons qu'ils reviennent et disent à Tony Blinken, « Mon Dieu, ces Chinois sont assez durs maintenant. » Ils disent, « Écoutez, si vous faites quelque chose de vraiment nuisible, soit en Ukraine, soit au Moyen-Orient, où nous avons des intérêts significatifs liés au pétrole et à d'autres choses, vous allez faire face à des ennemis non seulement en Russie, mais aussi ici en Extrême-Orient. Sans parler des Iraniens, qui font maintenant partie des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, russo-chinoise, parmi d'autres alliances. Tout ce que je dis, c'est qu'il y avait une vision naïve de la part de ces personnes bien éduquées et influentes, qui sont arrivées sans une véritable compréhension du monde. Ils pensaient pouvoir bousculer la Russie et la Chine. Que Dieu nous aide. J'espère qu'ils ont appris quelque chose récemment. Cette semaine, quand Sullivan a entendu ce que les Chinois avaient à dire, j'espère qu'il a écouté. J'espère que cela mènera à une politique plus pacifique en Ukraine. J'ai vraiment peur que pour éviter une défaite définitive en Ukraine, ces personnes inexpérimentées, Blinken et Sullivan, fassent quelque chose d'extrême pour éviter de perdre l'élection et leur liberté. Si l'autre gars est élu, il a des informations sur eux. J'ai aussi des informations sur eux. C'est assez évident. Sullivan était l'auteur intellectuel, si c'est le bon mot, du Russiagate. Tout cela était un grand mensonge, dans lequel Obama a coopéré en expulsant 35 diplomates russes sur la base de preuves fausses. Toute cette situation va revenir les hanter et ces personnes ont maintenant peur. Comme vous le savez, Pascal, de nombreuses décisions importantes sont prises en fonction du risque personnel, et c'est ce que je vois aux États-Unis. J'espère que les Chinois leur ont donné une vision réaliste de ce qui pourrait se passer s'ils ciblent la Russie de manière agressive.
car la Chine sait qu'elle pourrait être la prochaine. Ils n'ont pas besoin de l'analyser. C'est dans les documents stratégiques du département de la Défense des États-Unis. La Chine est considérée comme le grand ennemi. Le plan est de s'occuper d'abord de la Russie, puis de la Chine. C'est fou. J'ai beaucoup de questions sur ce que vous venez de dire. Mais de quoi vous inquiétez-vous? Que pourraient faire ces personnes? Si vous avez raison, et que ce sont principalement Sullivan et Blinken, accompagnés d'un groupe d'autres néoconservateurs extrêmes actuellement au pouvoir, et qu'ils savent qu'il ne leur reste que quelques mois, que pourrait-il se passer? L'élection est en novembre, et le transfert de pouvoir a lieu en janvier. Donc, il leur reste environ 2 mois et quelques jours. Que peuvent-ils faire en Ukraine, qui serait si dévastateur? Comment pourraient-ils arrêter l'effondrement des forces ukrainiennes dans le Donbass et faire en sorte que cela ressemble à une victoire pour l'administration Biden? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Eh bien, il y a eu une série d'échecs importants du renseignement concernant l'Ukraine par le renseignement américain. La directrice du renseignement national, Avril Haines, a déclaré ouvertement en décembre 2022 que les Russes manquaient de munitions et n'avaient pas la capacité de remplacer les armes qu'ils perdaient en Ukraine. C'est évidemment ce qu'elle a communiqué aux Russes. Lorsqu'on lui a demandé au sujet de la nouvelle alliance entre la Russie et la Chine, elle a dit qu'ils avaient des réunions et qu'ils aimaient en avoir beaucoup. C'est un changement tectonique, pour l'amour de Dieu. 40 réunions signifient quelque chose, n'est-ce pas? C'est le genre de renseignement avec lequel nous devons composer. En juillet de l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, le président a été instruit de dire le 13 juillet, alors qu'il était à Helsinki, que Poutine avait déjà perdu en Ukraine. Le chef de la CIA était d'accord, affirmant que l'incapacité de l'armée russe à l'emporter était évidente pour le monde entier. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une terrible mauvaise interprétation de la situation. Ce n'étaient pas les Russes qui manquaient de munitions. C'était l'Occident. Pourquoi l'Occident manquait-il de l'obus de base de 155 mm? Parce qu'il n'y avait pas de besoin perçu de produire ces obus, car les Russes n'étaient pas considérés comme une menace jusqu'à ce que le gouvernement à Kiev soit renversé. Et puis, c'est encore plus rentable pour ces fabricants d'armements de construire des F-35 très compliqués qui ne fonctionnent pas toujours bien par mauvais temps. Donc tout ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas d'obus de 155 mm. C'est un armement tellement basique. Je me suis entraîné avec des obus de 155 en utilisant des obusiers de 155 et de l'artillerie de 105. Alors pourquoi n'y avait-il pas d'obus? Eh bien, nous ne l'avions pas prévu parce que les Russes n'étaient pas considérés comme une menace jusqu'à récemment. Quand nous avons manqué d'obus de 155 mm, Tony Blinken et Sullivan ont dit « Eh bien, Monsieur le Président, il continue de les demander. » Et le président a dit « Eh bien, donnez-les-leur. » Mais nous n'en avions plus. Ensuite, ils ont suggéré de demander aux Allemands ou aux Italiens, mais ils n'en avaient plus non plus. Oh, eh bien, qu'avons-nous? Et ils ont dit, oh, nous avons ces munitions à sous-munitions. Maintenant, elles sont interdites par de nombreux pays et elles sont assez dévastatrices. Mais nous les avons. Elles sont sur l'étagère. Oui, nous allons les utiliser pour l'amour de Dieu. Et donc, ils sont passés aux munitions à sous-munitions. Maintenant, je pense qu'ils sont probablement à court de munitions à sous-munitions maintenant. Alors, que vont-ils faire? Quoi d'autre est sur l'étagère? Eh bien, voici Biden qui demande « Qu'avez-vous d'autre » Eh bien, là-bas, nous avons ces armes nucléaires à faible rendement, Monsieur le Président. Elles s'appellent des armes nucléaires tactiques.
Et vous savez, nous pouvons éviter ou contrecarrer une victoire russe définitive en Ukraine avec juste une de ces choses. Vous savez, nous devrions simplement larguer une de ces choses pour que les Russes sachent que nous sommes sérieux. Ensuite, nous ne perdrons pas l'élection et nous ne serons pas vulnérables lorsque ce nouveau type arrivera. Donc oui, nous pourrions vouloir les utiliser. Maintenant, l'armée dira-t-elle que c'est fou? L'armée, vous savez, les gens qui deviennent généraux 4 étoiles, mon Dieu, ce sont des animaux politiques. Je n'ai aucune garantie que ces gars diraient « Non, c'est vraiment fou, Monsieur le Président ». C'est donc ce qui m'inquiète. Maintenant, pourquoi les Russes disent-ils « Regardez, nous avons aussi des armes nucléaires ». Ils envisagent en fait de réorganiser leur doctrine nucléaire, d'accord? Ils exercent ce qu'ils appellent des armes nucléaires non stratégiques, ce qui signifie des mini-bombes nucléaires. Ils en ont mis en Biélorussie et s'exercent avec elles. S'il vous plaît, n'y pensez même pas, d'accord? Je vois ces déclarations russes comme préventives, servant de moyen de dissuasion. Ils disent, écoutez les gars, ne pensez pas que vous pouvez faire ça parce que vous ne pouvez pas. Nous les avons aussi, et nous avons tout autant de mini-bombes nucléaires, et nous pouvons les utiliser aussi. Alors s'il vous plaît, n'y pensez même pas. Lavrov a mentionné il y a environ 6 mois, vous, les Américains, êtes très chanceux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, vous aviez 2 grands océans derrière lesquels vous cachez. Ce n'est plus le cas. Les océans n'ont plus d'importance. Alors ne pensez pas que vous n'êtes pas susceptible de représailles. Maintenant, est-ce que je pense que les Russes vont frapper Washington? Non. Est-ce que je pense qu'ils pourraient cibler des bases aériennes en Roumanie ou en Pologne? Eh bien, ils pourraient. Washington risquerait-il des représailles de la part de la Russie en faisant quelque chose de fou? Je ne sais pas. Ces gens ne sont pas très sensés. Ni les Polonais ni les Roumains impliqués maintenant. Les Russes sont très inquiets de ce qui pourrait se passer dans les 2 prochains mois. Le 5 novembre est une date clé. Que feront-ils pour se sauver? Que feront-ils pour éviter une défaite définitive en Ukraine? Il n'y a rien d'autre disponible. C'est la seule option qu'ils pourraient envisager. L'utiliseraient-ils? Je déteste le dire, mais je ne l'exclurai pas. Cela me fait dresser les cheveux sur la nuque. Ces gens sont si naïfs et si remplis d'un sentiment d'exceptionnalisme qu'ils pourraient penser que les Russes ne riposteront pas contre nous. Ils pourraient causer des problèmes en Pologne ou dans l'un des États baltes, ou partout où ils voient les aérodromes. Mais je ne pense même pas que cela en arrivera là. Ces célèbres F-16, qui sont très sophistiqués même s'ils ont plusieurs décennies, sont un sujet de discussion. Les Ukrainiens se sont récemment vantés d'en avoir obtenu 6. Eh bien, l'un d'eux est monté dans les airs, et devinez ce qui s'est passé? Juste hier, il a été abattu ou il est tombé. Personne ne sait vraiment. L'explication la plus plausible que j'ai entendue est qu'ils n'ont pas correctement intégré le système d'identification AMI, IF, avec les batteries de missiles Patriot. Ce système empêche les batteries Patriot d'abattre des avions amis. Donc, les F-16 ne vont pas aider non plus. Quand les F-16 ont-ils été introduits dans la discussion publique? C'était lorsque le président était à Tokyo pour un sommet économique, je pense. Zelensky est venu de Bakhmout et a dit au président qu'ils avaient perdu Bakhmout et 100 000 soldats en essayant de le défendre. Il a demandé « Que faisons-nous maintenant ?» En l'espace de quelques heures, Biden a annoncé qu'il donnerait des F-16 à l'Ukraine. Y avait-il du personnel militaire américain avec Biden lorsqu'il a pris cette décision? Non, pas à ma connaissance. Alors il a dit d'accord, des F-16, et vous connaissez toute l'histoire à leur sujet.
Vous savez à quel point c'est inefficace. Les Russes peuvent abattre des F-16 dès qu'ils décollent, si les batteries de missiles patriotes américaines ne les abattent pas d'abord. Il y a un autre point à mentionner. Aux États-Unis, y compris dans l'armée, la structure est telle que les personnes qui atteignent le sommet ne peuvent souvent pas dire non. J'étais moi-même officier de l'armée dans l'infanterie et le renseignement, donc je le sais de première main. Par exemple, si le président est préoccupé par Gaza et dit « Netanyahou ne laissera entrer ni nourriture, ni fourniture médicale, ni eau à Gaza », que va-t-on faire? Une personne sensée suggérerait d'appeler Netanyahou et de lui dire qu'il ne recevra aucune arme s'il n'autorise pas l'entrée de la nourriture. Mais non, ils ne peuvent pas faire ça parce que cela mettrait le président et les démocrates en difficulté avec le lobby israélien. Alors qu'ont-ils dit? Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, hey, que diriez-vous de construire un quai? Que diriez-vous d'un quai? Oui, vous, le corps des ingénieurs, vous construisez de superbes quais. Faisons un quai à Gaza, d'accord? À mon époque, le chef du corps des ingénieurs aurait dit, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas construire ce type de quai dans ce type d'eau parce qu'il va être détruit. Et en plus, Monsieur le Président, quand ces marchandises arriveront sur le quai depuis Chypre ou ailleurs, quelle est la garantie que les Israéliens les laisseront passer là où elles doivent aller? Il y a déjà des milliers de camions alignés. Que pensez-vous? Pensez-vous que les Israéliens nous laisseront entrer? Eh bien, nous connaissons la fin de l'histoire. Ils ont construit une sorte de quai qui s'est effondré. Maintenant, il a été remorqué à Ashdod, l'un des ports israéliens. Donc, ce que je dis, c'est qu'ils ne peuvent pas dire non au président. Si j'étais Poutine, je me dirais, mon Dieu, si ces gars, Blinken et Sullivan, disent que le président nous a dit que nous devons ouvrir cette combinaison pour ces mini-nucléaires ici, parce que cela va donner une leçon aux Russes, j'ose dire qu'il n'y a pas assez de courage ou d'intégrité au Pentagone pour dire que c'est fou, que cela nous condamnera tous. Nous n'allons pas obéir à ces ordres. Voilà où nous en sommes aux États-Unis. Il est absolument horrible que nous soyons maintenant plus proches d'un échange nucléaire qu'au cours des années 1960 avec la crise des missiles de Cuba. C'est absolument effrayant. Cependant, j'ai encore beaucoup de choses que j'aimerais vous demander. Something you said about 50 minutes ago about the realignment between Russia and China. And while I do agree that they are now cooperating much more closely than they used to before, that's absolutely the case. La coopération qui se déroule actuellement n'est pas exactement la même que celle que les États-Unis ont construite au cours des 60 ou 70 dernières années avec leur système d'alliance. Les États-Unis et l'OTAN ont joué un jeu d'alliance militaire strict pour projeter leur puissance. C'est un système de moyeux et de rayons où les États-Unis dictent clairement les règles, même si l'OTAN prétend que tout le monde est égal. Bien sûr, certains membres ont plus d'influence que d'autres. Nous comprenons cela. Cependant, les Russes et les Chinois n'ont pas joué le même jeu jusqu'à présent. Les BRICS sont parfois considérés comme une alliance, mais c'est principalement un véhicule économique pour la coopération et la collaboration entre les pays du Sud global. Cependant, cela pourrait changer. La dynamique que nous observons actuellement à l'international implique des alliances militaires solides et des pays coopérants. Nous avons vu Vladimir Poutine visiter la Corée du Nord et selon l'agence de presse nord-coréenne, ils ont conclu ce qui semble être la chose la plus proche d'un véritable traité militaire. Vous avez mentionné qu'ils travaillent sur quelque chose de similaire avec l'Iran. Pensez-vous que les Russes et les Chinois se dirigent maintenant lentement vers la création de structures militaires entre eux pour contrebalancer?
Je ne pense pas qu'ils veuillent jouer à ce jeu, mais s'ils le font, cela changerait la dynamique. Comment le voyez-vous? Je vois ce que vous décrivez comme étant principalement de la rhétorique. Les Chinois et les Russes affirment qu'ils n'ont pas d'alliance visant à faire des autres leurs ennemis. Ils disent que leur alliance concerne des intérêts mutuels et individuels, non dirigés contre un tiers. C'est une belle rhétorique, mais nous devons examiner la situation sur le terrain. La chose la plus surprenante que j'ai rencontrée dans ma longue observation du comportement russe a eu lieu en février 2022, lorsque Poutine s'est rendu à Pékin. Avec le recul, il est clair qu'il a dit que les Ukrainiens tuaient des citoyens russes dans le Donbass et que les États-Unis plaçaient des missiles en Pologne et en Roumanie. Nous sommes en danger d'un véritable problème ici à nos frontières. Nous pensons que nous devrons peut-être intervenir là-bas. Nous pensons que nous devrons peut-être envahir l'Ukraine. Maintenant, à quoi s'attendait Poutine en réaction? Mon Dieu. La politique fondamentale de la Chine est basée sur le principe de non-intervention. Vous n'intervenez pas dans les affaires internes d'autres pays. Vous n'envahissez pas d'autres pays. Vous ne faites jamais cela. C'est leur politique de base. Au lieu de cela, quand Poutine dit que nous devrons peut-être envahir, mon avis est que Xi Jinping a dit « Vous voulez dire après les Jeux olympiques d'hiver, n'est-ce pas ?» En d'autres termes, il a donné son approbation. Il a dit « Écoutez, nous reconnaissons ce que vous devez faire. Allez-y et faites-le, mais pas avant la fin des Jeux olympiques. » En effet, 2 jours après la fin des Jeux olympiques, des traités ont été signés entre Donetsk et la Russie et entre Lugansk et la Russie. Puis ces traités ont été invoqués. Quelques jours plus tard, le 24, Poutine est entré en Ukraine. Tout cela est circonstanciel, mais c'est assez convaincant pour moi. Même la rhétorique chinoise a changé. Il ne prônait pas la non-intervention pendant ces 6 semaines suivantes. Au lieu de cela, il disait que chaque pays a des valeurs fondamentales. Nous avons des valeurs fondamentales concernant Taïwan. Les Russes ont des valeurs fondamentales concernant la menace posée par l'expansion de l'OTAN. Nous comprenons cela. Et voici une citation. Nous jugeons chaque situation selon ses propres mérites. Ce n'est pas l'Australie. C'est tout. C'est très loin de l'Australie. Alors à quoi cela est-il attribué? Les Chinois savent qui sont les prochains, bon sang. C'est très clair qui sont les prochains. La dernière chose qu'ils vont faire, c'est permettre que la Russie soit vaincue à l'ouest. La Russie est tout à fait capable de gérer les choses par elle-même. Je pense qu'ils reçoivent probablement des puces ou des fournitures de la Chine, mais ce n'est pas essentiel à la défense de la Russie. La Chine a apporté à la Russie un soutien que personne n'attendait. J'ai été surpris. Je le reproche à mes collègues analystes chinois, parce qu'ils m'ont tous dit que la Chine n'accepterait jamais que les Russes entrent en Ukraine. Écartez cette possibilité. Nous, les analystes russes, blâmons toujours ce qui se passe sur les analystes chinois, si cela a à voir avec ce que fait la Chine. Alors, mettez cela sur le compte de cela. Mais on nous avait assuré, j'avais été assuré par les meilleures personnes, que la Chine ne permettrait jamais cela. En réalité, ils l'ont fait. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que Poutine aurait pu reconsidérer son entrée en Ukraine s'il n'avait pas eu un allié fort derrière lui disant « C'est bon, nous te soutiendrons ». Cet allié, bien sûr, était Xi Jinping. Ils continuent de se rencontrer. Il y a eu 40 réunions jusqu'à présent. Cela signifie quelque chose. Quelqu'un devrait dire au directeur du renseignement national des États-Unis que lorsqu'ils se rencontrent 40 fois, ce ne sont pas juste des réunions. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. À mon avis, c'est un changement tectonique dans les relations mondiales.
of the world. And I've been at this a long time, but I should probably mention that J'ai commencé il y a longtemps, donc je devrais probablement mentionner que j'ai débuté comme analyste pour la Central Intelligence Agency en 1963. À cette époque, la Russie et la Chine étaient à tel point en désaccord qu'elles se tiraient dessus à travers leurs frontières fluviales. La Chine convoitait de vastes zones de la Sibérie prises par la Russie à travers des traités inégaux. Étaient-ils inégaux? Ils l'étaient certainement. La situation s'étendait au Vietnam. La seule chose qui préoccupait les Russes était de paraître être un fervent soutien d'une autre nation communiste. Cependant, ils étaient empêchés par les Chinois de livrer des armes au Nord-Vietnam, et nous pouvons le prouver. Tout le différend sino-soviétique était très réel. Aucun des deux camps ne semblait capable de sortir de ce paradigme autodestructeur, où tout ce qu'ils faisaient était conditionné par leur haine mutuelle. Comme je l'ai mentionné auparavant, Kissinger et Nixon étaient intelligents. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Kissinger, ce n'est pas ma personne préférée, et Nixon non plus, mais ils étaient intelligents. Lorsqu'ils ont vu le tableau que nous dépeignions de l'animosité sino-soviétique, ils sont venus nous voir, les analystes russes, et ont demandé si nous pensions qu'ils pouvaient en tirer parti. Nous avons demandé, « Eh bien, qu'avez-vous en tête ?» Ils ont dit, « Nous envisageons d'aller à Pékin. » Maintenant, ils ne nous ont pas demandé au préalable, mais ils y sont allés. Kissinger est allé en premier, puis Nixon a suivi en janvier de 1972. Que s'est-il passé ensuite? Le contrôle des armements entre les États-Unis et l'Union soviétique atteignait un point critique, se concentrant sur la limitation des missiles antibalistiques et un accord intérimaire sur les missiles offensifs. Nous étions profondément impliqués dans ce processus. J'avais 3 personnes dans ma branche qui faisaient partie de la délégation des négociations SALT, les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques. Ils étaient à Helsinki ou à Vienne, et nous avions 2 personnes les soutenant au siège. J'ai eu l'occasion d'aller à Moscou pour la signature de l'accord SALT et d'autres accords en mai 1972. Pourquoi cela? C'était en partie parce que les Russes avaient tellement peur que les Chinois améliorent leurs relations avec les États-Unis avant eux, qu'ils se sentaient obligés d'agir de manière plus responsable. En attendant, nous avons eu un nouvel accord sur Berlin, qui était sans précédent. Il y avait des signes, et nous pouvions le dire. D'habitude, nous critiquons ou disons que telle ou telle politique ne fonctionne pas. Mais à ce moment unique, nous pouvions dire à Kissinger qu'il semblait que l'une des raisons de cet accord avec la Russie était la crainte que la Chine n'améliore d'abord ses relations avec les États-Unis. C'est ce que nous avons observé à l'époque. Les gens pensaient, et nous pensions naïvement, que ces deux-là se détesteraient pour toujours. C'était presque une question raciale, avec l'irrédentisme et d'autres facteurs. Nous avions tort, et je dois dire que progressivement, nous avons pu voir que nous avions tort. Et nous avons dit au secrétaire d'État Scholz, « Écoutez, il semble qu'ils mettent leurs différences de côté et coopèrent d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. » Cependant, nous avions toujours la conviction de dire, « Si Poutine décide qu'il doit entrer en Ukraine, pensez-vous que les Chinois soutiendraient cela? » Je ne pouvais pas croire qu'ils le feraient, mais ils l'ont fait. Cela marque un changement significatif, avec la Chine voyant ses propres intérêts prévaloir ici. Il parle à nouveau de Westphalie. Avec cette alliance, elle est très forte. Je pense que les Chinois et les Russes ont raison de la décrire comme une alliance sans limite supérieure. S'il y a des problèmes en Ukraine qui menacent de s'intensifier, je parie que les Chinois feront plus que simplement émettre des discours. Je le dis depuis au moins 2 ans.
Ils pourraient prendre des mesures au-delà des avertissements sérieux qu'ils donnaient dans les années 60 et 70. Ils ont de nombreuses options en mer de Chine méridionale, bien que peut-être pas autant dans le détroit de Taïwan. Ils pourraient potentiellement menacer d'une guerre sur 2 fronts. Cependant, les dirigeants à Washington qui gèrent la politique étrangère ne comprennent peut-être pas encore pleinement cela. Peut-être que cette semaine, avec Sullivan ayant parlé aux hauts responsables chinois, il a finalement réalisé que les États-Unis ne sont plus un pays aussi exceptionnel ou indispensable qu'ils peuvent agir à leur guise, même en Ukraine. Ray, c'est très éclairant et j'ai encore beaucoup de choses que je veux discuter. Peut-être pourrions-nous faire une autre session dans les semaines à venir. Merci beaucoup du fond du cœur pour toutes vos analyses et votre excellent travail. Ray, où les gens devraient-ils aller pour vous suivre? Quelle est la meilleure façon pour eux d'accéder à vos analyses? Eh bien, j'écris généralement les choses rapidement maintenant et je les mets sur X, l'ancien Twitter. Le lendemain, elles sont sur mon site web, remgovern.com. C'est facile à retenir et à rechercher. Il y a une petite fonction de recherche sympa que mon fils a mise en place. Mon fils, qui fait tout ce travail, me dit « Papa, mentionne toujours le site du livre, mais ajoute aussi, si tu ne le comprends pas, tu ne le comprends pas. » Mais je suis beaucoup trop modeste et humble pour le mentionner. Merci beaucoup, tout le monde. Allez sur X et visitez le site web de Ray. Tout sera lié ci-dessus. Ray McGovern, merci beaucoup. Merci. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.